Après l'effondrement du Troisième Reich, les descendants de ses principaux dirigeants durent décider quoi faire des noms de famille les plus détestés d'Europe. Leur choix marquerait le reste de leur vie. Gudrun Himmler, la fille adorée du Reichsführer SS, n'a jamais abandonné son père. Nommée Puppi par lui, qui la présenta comme un modèle arien idéal et l'emmena à Dachau, elle transforma son âge adulte en croisade. Il dirigea Stille Hilfe, une organisation qui finançait les évasions de criminels de guerre tels que Klaus Barbie et protégeait des bourreaux tels qu'Anton Malotte. Incroyablement, il a secrètement travaillé pour le BND allemand sous une fausse identité et est mort en 2018 sans avoir répudié une seule de ses convictions néo-nazies. Rolf Mengele a grandi sans vraiment connaître son père, l'ange de la mort d'Auschwitz. En 1977, il voyagea clandestinement au Brésil pour affronter Joseph Mengele, qui justifiait froidement les sélections et expériences qu'il avait menées. Après sa mort en 1979, Rolf était resté silencieux pendant 6 ans pour protéger ceux qui l'avaient caché avant de révéler l'identité du fugitif et de condamner publiquement ses crimes. Dans la famille de Goebbels, Harald Quandt, son beau-fils, survécut en tant que prisonnier de guerre et hérita de l'empire industriel familial avec son demi-frère, faisant des Quandt la famille qui finira par contrôler BMW. Leurs descendants continuent d'être parmi les principaux propriétaires du géant automobile allemand, bien qu'ils vivent à l'écart des projecteurs médiatiques. Cependant, sa fille Colin Bettina rompit symboliquement avec ce passé en se convertissant au judaïsme et en épousant un descendant de survivants de l'Holocauste. Ce documentaire révèle ce qui est arrivé aux enfants et descendants des dirigeants nazis après la Seconde Guerre mondiale. Harald Quandt, le beau-fils de Goebbels qui a bâti un empire. Le 1er mai 1945, dans l'humidité étouffante du bunker sous la chancellerie du Reich, Magda Goebbels accomplit l'acte qui définira à jamais le nom de famille de son mari. Un à un, ses 6 enfants, Helga, Hilde, Helmut, Holde, Eda et Heide, tous portant des noms commençant par la même lettre, un H que beaucoup ont voulu lire en hommage à Hitler, furent sous sédation à la morphine et, déjà endormis, reçurent des capsules de cyanure entre leurs dents. L'aîné avait 12 ans, le plus jeune 4 ans. Quelques heures plus tard, Joseph et Magda se sont suicidés dans le jardin dévasté de la chancellerie. Adolf Hitler leur avait proposé une voie d'évasion par avion. Ils l'ont rejetée. Pour le ministre de la Propagande, un monde sans national-socialisme ne méritait pas d'être habité par ses enfants. Mais il y avait un 7e fils qui n'était pas là. Et ce détail change tout. Harald Quandt n'était pas le fils de Goebbels. Il était le fils du premier mariage de Magda avec l'industriel Günther Quandt, né en 1921, une décennie avant que sa mère n'entre dans l'orbite du parti. Au printemps 1945, Harald ne mourait pas dans un bunker. Il était lieutenant dans la Luftwaffe, avait été abattu et capturé par les Alliés en Italie en 1944 et passait ses jours comme prisonnier de guerre, loin du délire final de sa famille. Goebbels, avant de mourir, lui laissa une lettre d'adieu dans laquelle il venait lui dire qu'il pourrait être le seul d'entre eux à survivre pour maintenir l'honneur de la famille. Cette phrase, écrite par un homme qui venait de consentir au meurtre de ses propres enfants, s'est avérée être une prophétie macabre. Harald non seulement a survécu, mais deviendrait l'un des hommes les plus riches d'Europe. Libéré en 1947, Harald retourna dans une Allemagne en ruine et à quelque chose que ses demi-frères n'ont jamais hérité, un empire industriel. Il rejoignit immédiatement son demi-frère Herbert Quandt, fils d'un autre mariage Günther, sans lien de parenté avec Goebbels, pour reconstruire les usines familiales dévastées par la guerre. Entre 1949 et 1953, il étudia le génie mécanique à Hanovre et Stuttgart, déterminé à ne pas être un héritier ornemental, mais un directeur. L'opportunité ultime est survenue en 1954, lorsque Günther Quandt est décédé lors d'un voyage au Caire. Le vieux patriarche, qui avait rejoint le parti nazi en 1933 et dont les usines produisaient des batteries, des munitions et des armements pour la machine de guerre d'Hitler, évita néanmoins d'être jugé à Nuremberg avec d'autres grands industriels. Sa fortune passa entièrement à ses 2 fils. Du jour au lendemain, Harald et Herbert contrôlaient un conglomérat de plus de 200 entreprises, de l'activité textile d'origine à la société pharmaceutique Altana, incluant le fabricant de batteries AFA, le futur Varta et des participations décisives dans Daimler et BMW.
La répartition des tâches était claire. Herbert se concentra sur Varta et l'industrie automobile, et à la fin des années 1950, il prit le coup qui scella la légende familiale. Il sauva une BMW mourante du bord de la faillite et en devint le principal actionnaire. Harald, quant à lui, s'occupait du génie mécanique et d'entreprises comme Lidovika A. En quelques années, le beau-fils de Goebbels faisait partie des grands domaines miraculeux économiques de l'Allemagne de l'Ouest. Il avait épousé Inge Bandekow, fille de l'avocat de la société, au début des années 50, et avec elle, il eut 5 filles, Katharina, Gabriele, Annette, Patricia et Colin Bettina. Une grande famille discrète, installée en abondance, à une distance sidérale du sous-sol de Berlin où ses oncles étaient morts. Le destin, cependant, semblait poursuivre Harald avec autant d'insistance que sa mère. En 1967, à l'aube de son 46e anniversaire, il est décédé lorsque son avion privé s'est écrasé près de Cuneo, dans le nord de l'Italie, la même région pour laquelle il s'était battu et emprisonné 2 décennies plus tôt. Il laissa derrière lui une veuve et 5 filles mineures. À la mort d'Ange en 1978, les sœurs ont hérité d'environ 1500 millions de marks, soit environ 760 millions de dollars à l'époque, un chiffre que leur manager allait multiplier au cours des décennies suivantes, jusqu'à ce que, selon des calculs rendus publics par l'agence Bloomberg en 2013, ce soit une fortune familiale proche de 6 000 millions de dollars. Et voici le trait qui définit le mieux cette branche de la dynastie, l'invisibilité délibérée. Les filles de Harald ne cherchèrent pas la portée que leurs proches de l'autre branche, Susanne Klatten et Stefan Kant, fils d'Herbert, principaux actionnaires de BMW et visages bien connus du capitalisme allemand. Les descendants de Magda Goebbels ont choisi l'opposé, le silence absolu. Ses actifs sont gérés par une société opaque, Harald Quant Holding, basée dans la paisible Bad Homburg, sur laquelle très peu d'informations sont communiquées. Ils ne donnent pas d'interviews, ne montrent pas leur richesse, ne prétendent ni ne nient publiquement. L'une des 5, Patricia, est décédée en 2005, ce qui explique pourquoi la presse ne fait souvent référence qu'aux 4 petites filles de Magda Goebbels. Les autres vivent dans une discrétion presque monastique, comme si le nom de famille portait une ombre qu'il ne fallait pas éveiller. Cette ombre éclata quand même. En 2007, la télévision publique allemande a diffusé un documentaire, Le silence des camps, qui a brisé l'alibi de discrétion de la famille. L'enquête révéla qu'entre 1940 et 1945, environ 50 000 travailleurs forcés, prisonniers de guerre et déportés des camps de concentration étaient passés par les usines du clan, et que la fortune héritée par Harald et ses filles avait ses racines dans cette exploitation. La réaction fut tardive mais significative. 4 membres de la famille annoncèrent qu'ils financeraient une étude historique indépendante. La commission revint à l'historien Joachim Scholtisek, dont le rapport d'environ 1200 pages fut publié en 2011, avec une conclusion incontestable. Les Quandt avaient été inextricablement liés aux crimes du régime. 2 héritiers, Gabriele Kant et Stefan Kant, ont alors reconnu publiquement cette responsabilité, rompant 6 décennies de silence. C'était à sa manière un règlement générationnel de comptes, des petits-enfants qui payaient un historien pour écrire ce que leurs grands-parents avaient gardé silencieux. Mais le geste le plus révélateur de la façon dont un héritage peut être brisé ne vient pas d'une déclaration d'entreprise, mais d'une décision intime. Colin Bettina, la plus jeune des filles de Harald, et donc petite fille par alliance de Joseph Goebbels, se convertit au judaïsme à 24 ans et épousa un homme d'affaires juif allemand, issu de survivants de la Shoah. Il est difficile d'imaginer une réfutation plus radicale du monde que son beau-père politique avait contribué à construire. La petite fille de la femme qui avait empoisonné ses enfants pour qu'ils ne vivent pas dans un monde sans nazisme a choisi librement de rejoindre les peuples que le nazisme a tenté d'exterminer. Dans cette biographie individuelle, tout le paradoxe de l'héritage Goebbels-Kant se concentre, une immense fortune née du réarmement et du travail forcé, transmise à des femmes qui ont passé leur vie à essayer de faire oublier le monde, et parmi lesquelles se trouvaient celles qui ont franchi le pas de franchir l'autre côté de l'histoire. Le silence dans cette famille n'était pas un déni militant, c'était la manière choisie de porter une honte que l'argent pouvait cacher, mais pas effacer. La fille d'Himmler qui travaillait pour le BND et les néo-nazis. Si les héritiers de Goebbels ont choisi de disparaître,
la fille de Heinrich Himmler a choisi exactement le contraire. Et dans ce contraste, deux réponses opposées à la même succession maudite, on comprend mieux ce que le nazisme a laissé au sein des familles qui l'ont dirigé. Heinrich Himmler était le Reichsführer SS, l'organisateur froid et bureaucratique de l'extermination, le deuxième homme le plus puissant du Reich après Hitler. Dans sa vie privée, cependant, il fut un père dévoué. Sa seule fille légitime, Gudrun, née à Munich en 1929, elle l'appelait « Pupi », petite poupée. Il la promenait, la photographiait pour la propagande comme modèle de la jeune fille aryenne idéale et lors d'une occasion glaçante, l'emmena visiter le camp de concentration de Dachau. La jeune fille nota plus tard dans son journal, avec une parfaite innocence, qu'ils avaient fait une promenade très agréable. Himmler eut également un fils adoptif et deux autres enfants avec sa compagne, Hedwig Potast, mais c'est Gudrun qui fut marquée à vie par cette tendresse paternelle. Lorsque le Reich s'effondra en mai 1945, elle et sa mère, Margaret, s'enfuirent vers le nord de l'Italie, où elles furent capturées par les troupes américaines. Quelques jours plus tard, Himmler, arrêté par les Britanniques, se suicida en mordant une capsule de cyanure. Gudrun avait 15 ans et n'accepta jamais la version officielle. Il insisterait toute sa vie sur le fait que son père avait été assassiné. Ce refus d'accepter la réalité fut la graine de tout ce qui viendrait plus tard. Détenu avec sa mère pendant près de 4 ans dans des centres de détention en Italie, en France et en Allemagne, Gudrun fut recueillie comme témoin de certains procès de Nuremberg, où, selon les chroniques, elle ne pleura pas, mais répondit par des grèves de la faim. Libérée en 1948, elle n'a pas fait ce que tant d'enfants de hiérarques ont fait, s'éloigner, se réinventer, enterrer le nom. Il a fait tout le contraire. Il fit de la réhabilitation de la mémoire de son père la mission de son existence. Elle portait autrefois une broche en argent qu'il lui avait offerte, avec 4 têtes de cheval disposées en forme de croix gammée, un objet qui résume mieux sa loyauté que n'importe quelle déclaration. À la fin des années 1960, elle épousa Wolf-Dieter Burwitz, un écrivain devenu chef d'un parti d'extrême droite, et adopta son nom de famille, Gudrun Burwitz. Le changement de nom n'était pas un acte de rupture, mais de camouflage. Cela lui permettait de se déplacer sans être immédiatement reconnu, de protéger sa vie privée et surtout de travailler. Parce que Gudrun Burwitz a fonctionné. L'axe de sa vie adulte fut Stillhilfe, aide silencieuse, une organisation qui émergea dans l'immédiate après-guerre et qui fut officiellement constituée en 1951 avec un objectif aussi concret que sinistre, aider d'anciens membres de la SS et des criminels de guerre nazis à échapper à la justice, à financer leurs évasions, beaucoup vers l'Amérique du Sud, payer des avocats, subvenir aux besoins de leurs familles et finalement alimenter un révisionnisme négationniste de l'Holocauste. Étroitement lié au cercle néo-nazis européen, le réseau a trouvé en la fille de Himmler l'une de ses figures les plus dévouées et symboliques. Ses partisans et détracteurs l'appelaient la princesse nazie, d'autres, avec un sarcasme amer, la mère Teresa des nazis. Aucun surnom n'était injuste. Il a passé des décennies à apporter réconfort, argent et protection aux hommes condamnés pour des crimes odieux. Les noms qu'il a aidé à donner pour mesurer le caractère. Il soutint Klaus Barbie, le boucher de Lyon, responsable de tortures et de déportations en France occupée. Il assista Martin Sommer, le bourreau de Buchenwald. Et il s'est particulièrement tourné vers Anton Malotte, ancien garde du camp de Theresienstadt, condamné en 2000, par un tribunal allemand pour le meurtre de prisonniers. Burwitz contribua à organiser la dernière étape de la vie de Malotte dans une luxueuse maison de retraite à Pullac, en périphérie de Munich, construite selon les chroniques sur un terrain ayant appartenu au hiérarque Rudolf Hess. Là, le criminel est mort, soigné et protégé. Ce n'était pas un cas isolé ni une explosion du passé. Des témoins de groupes d'extrême droite la plaçaient encore lors de réunions de vétérans SS et de réunions néo-nazis jusqu'en 2014. Contrairement à tant de descendants qui traînaient le nom de famille comme une culpabilité, Gudrun le brandissait comme un drapeau, sans repentir jusqu'à la fin, niant l'Holocauste et défendant le nom de son père avec une constance que le passage des années ne s'érodait pas. L'épisode le plus troublant de sa biographie ne fut cependant connu qu'après sa mort.
En 2018, le journal allemand Bild a révélé qu'au début des années 1960, Gudrun Burwitz avait travaillé comme secrétaire, sous un faux nom, pour le Service fédéral de renseignement de la République fédérale, le BND. Le responsable des archives historiques de l'agence, Bodo Eckelhammer, l'a confirmé. L'institution n'a pas commenté le cas de ses employés jusqu'à leur décès et Burwitz venait de décéder. Ce n'était pas une anecdote, mais une radiographie de l'Allemagne d'après-guerre. Le BND, héritier de l'organisation du général Reinhard Gehlen, avait absorbé de nombreux anciens cadres du Reich, et le fait que la propre fille de Himmler soit discrètement à sa solde illustre à quel point le nouvel État démocratique avait recyclé le personnel de l'ancien régime, tandis que ce dernier, en parallèle, finançait l'évasion de ses criminels. Gudrun servit simultanément, pour ainsi dire, les deux Allemagnes, la officielle, qui l'utilisait en secret, et la clandestine, à laquelle elle consacrait son cœur. Gudrun Burwitz est décédée à Munich le 24 mai 2018, à l'âge de 88 ans, sans jamais avoir rétracté une seule de ses condamnations. Il existe à peine de traces publiques de ses propres descendants. On sait qu'il eut des enfants issus de son mariage avec Burwitz, mais les sources ne s'accordent même pas sur leur nombre, et aucune n'a connu une vie publique liée à ce nom de famille. Ce vide est éloquent. Là où les héritiers de Goebbels devenaient invisibles pour échapper à l'embarras, la lignée de Himmler devenait invisible, probablement pour protéger une cause. Et c'est là que réside la leçon transgénérationnelle qui relie les deux histoires. Le même héritage, le nom d'un architecte de l'horreur, a produit des réactions opposées. D'une part, le silence qui se termine par un règlement de compte avec le passé, et même par la conversion d'une petite fille au judaïsme. Dans l'autre, une femme qui a transformé son nom de famille en mission et a consacré toute son existence à empêcher l'histoire de rendre justice. Les enfants ne choisissent pas leurs parents. Mais, comme ces deux familles le démontrent, elles choisissent quoi faire de ce que ses parents leur ont laissé. La princesse du nazisme, la vie incassable d'Eda Göring. Hermann Göring fut, pendant des années, le deuxième homme le plus puissant du Reich. Reichsmarschall, commandant de la Luftwaffe, fondateur de la Gestapo, successeur désigné d'Hitler et pilleur insatiable de l'art européen. Au cœur de cet empire de pillage, sa fille unique, Eda Karin Wilhelmine Göring, naquit le 2 juin 1938, fruit de son mariage avec l'actrice Emmy Sonnemann. La naissance fut célébrée comme un événement national. Le régime reçut des centaines de milliers de messages de félicitations, des télégrammes arrivèrent d'aristocrates étrangers et Hitler lui-même parraina la jeune fille. Eda a grandi à Carinal, la résidence pharaonique de son père au nord-est de Berlin, entourée de chefs d'œuvre volés et d'une opulence conçue pour une princesse. Ce conte de fées s'est effondré en mai 1945. Capturé par les Alliés et jugé à Nuremberg, Hermann Göring fut condamné à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans la nuit du 15 octobre 1946, quelques heures avant d'entrer à la potence, il a déjoué ses bourreaux en avalant une capsule de cyanure. Eda avait 8 ans. Contrairement à tant d'enfants de hiérarques qui passaient leur vie à essayer de comprendre ou de réparer ce que leurs parents faisaient, elle prit très tôt une décision qu'elle garderait inchangée pendant 70 ans, le défendre. La période immédiatement d'après-guerre fut difficile. Emmy Sonnemann a été soumise à un processus de dénazification, classée dans la catégorie la plus grave, condamnée à une courte peine d'emprisonnement, condamnée à une amende, dépouillée d'une grande partie de son patrimoine et retirée de la scène. Mère et fille vécurent un temps dans une maison rurale bavaroise sans électricité ni eau courante, une chute vertigineuse des couloirs de Carinhall. Au fil des années, ils s'installèrent à Munich, où Eda étudia le droit à l'université Ludwig Maximilien et travailla comme secrétaire, d'abord dans le domaine juridique, puis pour un chirurgien. Il ne s'est pas marié ni n'a reconstruit sa vie autour d'une famille à lui. Il s'est consacré à s'occuper de sa mère, avec qui il est resté jusqu'à la mort d'Emmy le 8 juin 1973. Cette dévotion filiale, transmise de la mère au père décédé, marquerait tout le reste. Car s'il y avait bien une chose qui définissait l'existence adulte d'Eda Göring, ce n'était pas une profession ou une vocation, mais une cause. Récupérer ce que l'État allemand avait pris à son père, et surtout laver son nom. La bataille pour l'héritage était l'axe de sa vie publique.
Une grande partie de la fabuleuse collection d'art, de bijoux et de biens d'Hermann Göring, beaucoup pillés auprès de collectionneurs juifs et de musées dans les pays occupés, fut réquisitionnée par les autorités allemandes après la guerre. Eda ne l'a jamais accepté. Hermann Göring fut, pendant des années, le deuxième homme le plus puissant du Reich. Reichsmarschall, commandant de la Luftwaffe, fondateur de la Gestapo, successeur désigné d'Hitler et pilleur insatiable de l'art européen. Au cœur de cet empire de pillage, sa fille unique, Eda Karin Wilhelmine Göring, naquit le 2 juin 1938, fruit de son mariage avec l'actrice Emmy Sonnemann. La naissance fut célébrée comme un événement national. Le régime reçut des centaines de milliers de messages de félicitations, des télégrammes arrivèrent d'aristocrates étrangers et Hitler lui-même parraina la jeune fille. Eda a grandi à Carinal. La Chambre l'a rejetée à l'unanimité après seulement quelques minutes de délibération. Les gouvernements de la République fédérale et de l'Allemagne réunifiée lui avaient également refusé la pension que recevaient habituellement les enfants d'anciens ministres du Reich. Il y avait quelque chose de profondément grotesque dans cette insistance. La fille exigeait qu'un État démocratique remette une fortune née du pillage aux victimes du nazisme, comme si le vol pouvait devenir un héritage légitime avec le simple passage du temps. Cette cécité morale n'était pas un oubli, mais une position consciente. Dans les quelques interviews qu'elle a données, y compris celles qu'elle a données au journaliste et chercheur Gerald Posner pour son livre sur les enfants des dirigeants du Troisième Reich, Eda parlait exclusivement de son père en des termes affectueux. Il ne gardait que des souvenirs tendres et il s'assurait qu'il était incapable de les voir autrement. Il minimisait systématiquement son rôle dans la Shoah, même si les historiens documentent l'implication directe de Göring dans la machine d'extermination, y compris l'ordre de 1941 chargé Heydrich de préparer la soi-disant solution finale. Pendant un temps, Eda assista à des événements commémoratifs et à des réunions de nostalgiques du régime où sa simple présence, en tant que fille du Reichsmarschall, faisait d'elle une relique vivante. La presse alla jusqu'à la qualifier de « princesse du Troisième Reich », et le surnom reflétait son rôle, non pas celui d'une victime du nazisme ou d'une repentante, mais celui d'une gardienne de la mémoire refusant de remettre en question l'homme qui l'avait adorée jusqu'à la fin. L'environnement dans lequel elle s'est déplacée illustre à quel point elle est restée ancrée dans ce monde. Pendant environ 5 ans, Eda a eu une relation amoureuse avec Gerd Heidemann, un journaliste pour le magazine Stern et collectionneur obsessionnel de souvenirs nazis qui avait acheté l'ancien yacht de Hermann Göring, le Karin II. À bord de ce navire, plein de symbolisme, le couple organisa des réunions auxquelles assistaient en tant qu'invités d'honneur d'anciens généraux SS, dont Karl Wolff et Wilhelm Mohnke, où la conversation tourna autour d'Hitler et du passé. Des années plus tard, Heidemann allait être le protagoniste de l'une des plus grandes fraudes de l'histoire du journalisme. En 1983, il a vendu à Stern les prétendus journaux intimes d'Hitler, un faux grossier qui a explosé en scandale international. Le fait que la fille de Göring ait partagé la vie d'un tel personnage pendant des années n'était pas une coïncidence biographique. Elle était le reflet d'un univers affectif et social qui n'a jamais rompu avec le passé, qu'il a cultivé et embelli. Eda Göring est décédée à Munich le 21 décembre 2018, à l'âge de 80 ans. Elle n'eut pas d'enfant, si bien qu'avec elle s'éteignirent les descendants directs du Reichsmarschall. Sa mort fut aussi secrète que son credo l'avait été réservé. Elle ne fut rendue publique que plusieurs mois plus tard. Seuls quelques membres de la famille furent informés et elle fut enterrée dans une tombe anonyme au cimetière de la forêt de Munich. Ce geste était cohérent avec toute une existence. La femme qui avait consacré sa vie à préserver la mémoire glorieuse de son père choisit l'anonymat absolu pour elle-même, comme si elle comprenait que le nom de famille Göring ne pouvait reposer en paix que si personne ne savait tout. Cette pierre tombale non inscrite est peut-être l'image la plus fidèle de son héritage, un héritage qu'elle refusait de nier, mais qu'elle n'osait même pas rendre visible sur sa propre tombe. Comme Eda ne laissa pas de descendants, la question de ce qu'est advenu du nom de famille Göring aujourd'hui est transférée à la branche collatérale de la famille, et une figure apparaît représentant l'extrême opposé. La petite nièce d'Hermann, Bettina Göring, sa grand-mère était mariée au frère aîné du Reichsmarschall, présente une ressemblance troublante avec son grand-oncle sur le visage, quelque chose qu'elle a elle-même reconnu comme un fardeau.
Née après la guerre, elle grandit sous le poids d'un nom de famille qui évoqua immédiatement le génocide, et elle réagit de la manière la plus radicale imaginable. À 30 ans, elle fut stérilisée, une décision prise avec son frère dans le but explicite de ne pas transmettre le sang des Göring. Il a changé de nom de famille, s'est exilé volontairement pendant des décennies dans le désert du Nouveau-Mexique, puis en Thaïlande, s'est formé comme thérapeute en médecine orientale et a consacré une partie de sa vie à travailler publiquement sur le traumatisme intergénérationnel. Elle a participé au documentaire Bloodlines et Hitler's Children et a parlé ouvertement de la culpabilité qu'elle ressentait pour des crimes commis avant sa naissance. Là où Eda s'accrochait au nom et au butin, Bettina tentait d'effacer biologiquement la lignée. Les deux femmes partagent un nom de famille et une ombre, mais elles incarnent les deux réponses les plus opposées qu'un descendant puisse donner. Celle qui transforme la loyauté en identité. L'autre transforma l'horreur en vœu d'extinction. Entre les deux se déploie tout le spectre de ce que signifie hériter du nom d'un criminel de guerre. Niklas Frank, le fils qui a porté son père nazi devant un procès public. Le matin suivant que Göring eut évité la potence avec du cyanure, le bourreau de Nuremberg fit son travail avec un autre des grands condamnés. Le 16 octobre 1946, Hans Frank grimpa sur l'échafaudage. Il avait été l'avocat personnel, ministre et, surtout, gouverneur général de la Pologne occupée, poste qui lui valut le surnom de « boucher de Pologne ». Depuis le château de Wawel à Cracovie, il dirigeait un territoire où fonctionnaient les ghettos de Cracovie et Varsovie, ainsi que les camps d'extermination de Bełżec, Sobibor, Treblinka et Majdanek, et où des millions de Juifs et de Polonais furent assassinés. Il laissa 38 volumes de journaux intimes qu'il donna lui-même aux Alliés et qui devinrent des preuves contre lui. Dans sa cellule de Nuremberg, il mena une reconversion tardive au catholicisme et alla jusqu'à déclarer que Milan ne suffirait pas à effacer la culpabilité de l'Allemagne, bien qu'il ait ensuite nuancé et relativisé ses mots. Son plus jeune fils, Niklas Frank, né le 9 mars 1939, avait 7 ans lorsqu'il fut pendu, et il garda le souvenir d'une dernière visite dans la cellule du condamné. De cet enfant naquit le plus implacable de tous les enfants des hiérarques nazis, celui qui avait transformé la haine de son père en l'œuvre de sa vie. Niklas Frank est devenu journaliste et a travaillé pendant des décennies pour le magazine Stern, mais son nom est resté à jamais lié à un livre. En 1987, il publia Der Vater, eine Abrechnung, le père, règlement de compte, qui parut d'abord en feuilleton dans les pages de Stern, puis traduite en anglais sous le titre In the Shadow of the Reich, et dans des éditions ultérieures, simplement sous le titre The Father, avec des préfaces du juriste Philip Sands et de l'historien Ian Kershaw. Le texte, rédigé sous forme de longues lettres adressées à son père décédé, est l'une des accusations les plus virulentes qu'un fils ait jamais adressées à son père. Niklas ne concède aucune circonstance atténuante. Il dépeint Hans Frank comme un lâche flagorneur, un acteur pompeux et un meurtrier. Il méprise sa rhétorique grandiloquente et rejette catégoriquement la sincérité de sa conversion religieuse de dernière minute, qu'il considère comme une farce pour mourir dans une dignité volée. Il va même jusqu'à regretter que la tentative d'assassinat contre Hitler en 1944 n'ait pas mis fin à toute cette clique plus tôt. Le livre scandalisa l'Allemagne de son époque précisément parce qu'il brisait un tabou sacré, celui de la piété filiale. Face à la génération qui préférait le silence ou le « qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?», Niklas a choisi la voie opposée, celle de la condamnation absolue et publique. Il y a un geste qui résume mieux que n'importe quelle page sa relation avec le passé. Niklas Frank porte dans son portefeuille une photo du corps de son père, prise après l'exécution, et admet qu'il la regarde de temps en temps pour s'assurer que l'homme est vraiment mort. Ce n'est ni morbide ni théâtral, c'est une nécessité. Pour un fils élevé dans la vénération d'un père puissant, contempler cette image est la preuve tangible que le monstre ne reviendra pas, que l'horreur a une fin vérifiable. Cette petite photographie froissée est l'exacte antithèse de la tombe anonyme qu'Eda Göring a choisie pour effacer la trace de son père. Une fille cacha le cadavre pour préserver le mythe. Un fils garde l'image du cadavre pour empêcher que le mythe ne soit ressuscité. Niklas étendit ce jugement au reste de sa famille. En 2005, elle publia Mein Deutsche Mutter, Ma mère allemande,
Un portrait tout aussi impitoyable de Brigitte Frank, qui, durant les années cracoviennes, s'était enrichie en extorquant de l'argent aux Juifs du ghetto, s'appropriant fourrures, bijoux et objets de valeur avec tant d'avidité qu'on lui surnomma la reine de Pologne. En 2013, ce fut au tour de son frère aîné avec Bruder Norman. Norman Frank représentait l'opposé total dans sa propre maison. Incapable de rompre avec la figure paternelle, il défendait et continuait d'aimer l'homme que Niklas condamnait sans relâche. Ce contraste entre deux frères élevés sous le même toit est l'une des leçons les plus précieuses de toute l'histoire des enfants du nazisme. Il montre qu'il n'y a pas de réaction unique de seconde génération, que le même nom de famille et le même traumatisme peuvent engendrer à la fois vénération et rejet, et que la décision finale est toujours personnelle, non héréditaire. Au fil des années, Niklas Frank a transformé sa biographie en avertissement. Il a parcouru des écoles et collèges à travers l'Allemagne pour donner des conférences contre les séductions du fascisme et a répété une idée troublante, qu'il ne fait pas confiance aux Allemands, ni même à lui-même, pour empêcher qu'une telle chose ne se reproduise. La montée de l'extrême droite et de partis comme Alternative pour l'Allemagne raviva son inquiétude. Son raisonnement reposait sur un fait inconfortable. Son père n'était ni un paria ni un fanatique illettré, mais un avocat cultivé, brillant d'apparence, qui s'est hissé au sommet et a signé des condamnations à mort sans être ralenti par son éducation. Si un tel homme pouvait devenir l'administrateur d'un génocide, alors la barbarie n'est pas une affaire de bêtes évidentes, mais de personnes respectables qui se laissent entraîner. Pour Niklas, le seul héritage honnête qu'il pouvait laisser n'était ni le pardon ni l'oubli, mais la vigilance. Cette mission l'a uni à d'autres qui portaient eux aussi des noms de famille impossibles. Le juriste Philip Sands, auteur de East-West Street et Escape Route, fit de lui l'une des voix centrales de son travail sur les origines du droit international et les crimes du nazisme et le confronta publiquement à Horst von Wechter, fils de l'officier SS Otto von Wechter. Le documentaire de 2015 What Our Fathers Did, A Nazi Legacy, montrait les deux hommes voyageant ensemble sur des scènes de crime, Niklas condamnant sans équivoque son père et Horst déterminé à trouver des excuses pour le sien, convaincu qu'il avait été un homme bon pris dans un mauvais système. Le refus de Niklas d'accepter cette consolation, son insistance sur le fait que l'amour filial ne peut absoudre le meurtre, résume sa position éthique plus puissamment que n'importe lequel de ses livres. Des années plus tôt, il avait déjà partagé l'écran avec la petite nièce de Göring, Bettina, et d'autres descendants dans le documentaire Les enfants d'Hitler, ce portrait choral d'une génération marquée par des noms évoquant le génocide. Niklas Frank a aussi réfléchi à ce qui viendra après lui, à ce qu'il transmettra à ses propres descendants, et sa réponse est cohérente avec tout le reste. L'héritage qu'il veut laisser n'est pas un nom de famille à défendre, mais une répugnance à préserver. C'est là que réside la parfaite symétrie entre les deux extrêmes de cette histoire. Hedda Göring garda la mémoire lumineuse de son père jusqu'à sa mort et se fit enterrer sans nom afin que personne ne trouble cette dévotion. Niklas Frank porte dans sa poche la preuve photographique de la mort de son père, afin que personne, à commencer par lui-même, n'oublie jamais ce que cet homme a fait. Entre le tombeau anonyme de la fille fidèle et le portefeuille du fils implacable se mesure toute la distance que le nazisme a creusée au sein des familles qu'il incarnait. La même catastrophe, héritée par certains comme un trésor à cacher, et par d'autres comme une culpabilité à crier. L'urbaniste qui s'est battu toute sa vie contre le nom de famille Speer. Lorsque Albert Speer fut libéré de la prison de Spandau en octobre 1966, après avoir purgé les 20 ans complets de sa peine prononcée à Nuremberg, les journalistes se pressèrent devant les murs de briques rouges et dans le hall de l'hôtel berlinois où il passa cette première nuit de liberté. Il parlait peu. Il se réserva une longue interview publiée dans l'hebdomadaire Der Spiegel en novembre de cette année-là, dans laquelle il insistait sur la version qu'il avait perfectionnée pendant 2 décennies de confinement. Avoir été un technocrate piégé dans des circonstances historiques, un homme au dessin et aux figures de la production de guerre, insensible à l'horreur systématique perpétrée à quelques kilomètres de ses bureaux. La biographe Gita Sereni démonta méticuleusement cette image au fil d'années de recherche, culminant en 1995 avec Albert Speer. Sa lutte contre la vérité, une œuvre monumentale qui démontra par une documentation écrasante que la célèbre ignorance de Speer était une construction intellectuelle délibérée, un acte de volonté soutenue et non d'ignorance réelle.
Mais à ce moment-là, Speer Senior était mort depuis 14 ans, et ses enfants devaient subir les conséquences du mensonge public qu'il leur avait légué pendant des décennies, au lieu d'une explication honnête. Ce qui est rarement raconté, ce sont les dommages collatéraux que cette stratégie a causés dans la vie intime de la famille. Speer avait passé 20 ans dans la cellule de Spandau à construire soigneusement une image publique, celle du nazi repentant, le seul des grands accusés à savoir articuler le désolé de manière suffisamment élaborée pour être crédible aux yeux de l'opinion mondiale. Mais en partant, il découvrit qu'il avait appris à se connecter au monde extérieur par le texte écrit et les gestes calculés pour la galerie, et qu'il ne pouvait pas s'asseoir à la table familiale sans que la distance émotionnelle soit insurmontable. Le père revenu de Spandau en 1966 n'était pas le père que ses 6 enfants avaient connu dans leur enfance. C'était un célèbre inconnu qu'ils avaient vu disparaître lorsque l'aîné d'entre eux avait 12 ans et qui revenait désormais en tant que personnalité publique. Speer lui-même reconnut dans ses mémoires qu'il n'avait pas réussi à reprendre la relation avec aucun de ses enfants, y compris son aîné Albert, qui était également architecte et avec qui la terre partagée ne servait pas de pont, mais de distance supplémentaire. Et pourtant, Albert Speer Jr. a choisi la même profession. Né à Berlin en juillet 1934, il a été témoin direct de l'effondrement de tout lorsque son père a construit, et à l'âge de 12 ans, il a vu ce père disparaître entre les murs de Spandau. Quand il a fallu choisir une vocation, il a choisi l'architecture. Ce n'était ni une imitation inconsciente, ni un hommage discret à la figure paternelle. C'était, selon toutes ses déclarations tout au long de sa vie, une décision prise malgré le père, et non grâce à lui. Avant de mettre les pieds dans une université, il travailla comme charpentier, apprenant le métier de toute pièce, littéralement. Il a ensuite étudié à l'université de Munich et en 1964 a fondé son propre atelier à Francfort, Albert Speer & Partner, qui deviendra au fil du temps l'un des plus grands bureaux d'architecture et d'urbanisme d'Allemagne, avec des projets sur 4 continents et une main-d'œuvre atteignant plus de 2000 employés à son apogée. Il fut membre de l'Académie allemande d'urbanisme et d'aménagement régional à partir de 1970 et fut professeur d'urbanisme à l'université de Kaiserslautern, formant des générations d'étudiants qui ne connaissaient probablement pas le nom de famille de leur professeur. La stratégie de différenciation était aussi consciente qu'efficace, et elle était cohérente jusque dans les moindres détails. Alors que son père avait fait de la monumentalité écrasante la marque de sa collaboration avec Hitler, concevant des avenues impériales destinées à réduire le citoyen à la condition d'une fourmi face au pouvoir omniprésent de l'État, Speer Jr. s'engagea fermement en faveur de l'échelle humaine, de la durabilité écologique et de l'urbanisme participatif. Il a été un pionnier du concept d'écoville, alors que ce terme n'existait même pas dans le vocabulaire de l'urbanisme. Il a écrit, dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung en 2010, qu'il considérait les bâtiments de plus de 400 mètres de haut comme dépourvus de sens fonctionnel et humain, un excès aussi étranger à ses principes que les grandioses colonnes de granit que son père avait imaginées pour la Germanie hitlérienne. Son entreprise a conçu le pavillon allemand pour l'exposition universelle de Hanovre en 2000, la Shanghai International Automobile City, le nouveau quartier européen de Francfort, siège de la Banque centrale européenne, et a élaboré les plans directeurs pour les stades utilisés lors des Coupes du Monde en Afrique du Sud en 2010 et au Qatar en 2022. Mais c'est la Commission olympique de Pékin qui a transformé sa carrière en une étude de cas sur l'impossibilité d'échapper définitivement à son propre nom de famille, peu importe le travail fourni. Lorsque son studio a remporté le concours international pour concevoir le plan directeur du parc olympique des Jeux de 2008, les critiques d'architecture du monde entier ont fait presque la même comparaison. L'axe nord-sud de 32 km qui structurait le projet, reliant le cœur historique de Pékin au nouveau complexe sportif où se trouveraient le nid d'oiseaux et le cube d'eau. Il évoquait irrésistiblement les plans de la Welthauptstadt Germania, la capitale mégalomane du monde que son père avait conçue pour Hitler, articulée sur un axe central colossal flanqué de bâtiments destinés à intimider et subordonner l'individu au pouvoir de l'État.
Speer Jr. a répondu par des arguments solides. L'axe de Pékin n'était pas un caprice de l'autoritarisme moderne, mais la prolongation naturelle d'une tradition millénaire d'urbanisme de la Chine elle-même, où la cité interdite s'était déjà alignée sur ce même axe depuis le XVe siècle. Et de plus, le projet incorporait des principes avancés de mobilité durable et de diversité d'échelle, qui représentaient l'opposé total de la théorie de la valeur de la ruine que son père avait partagée avec Hitler. C'était une défense raisonnée et intellectuellement honnête, mais l'ombre du nom ne disparut pas. Speer Jr. est décédé à Francfort en septembre 2017, à l'âge de 83 ans, ayant reçu la plaque Goethe de la ville en 2003 pour sa contribution à l'urbanisme durable et à la qualité de vie urbaine. C'était un homme qui a consacré toute sa vie à démontrer, projet par projet, que la même profession peut servir des objectifs radicalement différents selon les mains et les valeurs qu'il exerce, qu'on peut hériter d'un langage formel sans en hériter des usages les plus monstrueux. À sa mort, son atelier fut restructuré et continua de fonctionner sous la direction de partenaires qui avaient construit leur réputation à ses côtés pendant des décennies, sans que le nom de famille du fondateur ne pèse autant qu'auparavant. Que cette démonstration ait été totalement convaincante est un sujet que les historiens et les critiques de l'architecture continuent de débattre. Son fils, Albert Speer III, étudia l'architecture à son tour, complétant 4 générations d'architectes dans la même famille, mais finit par émigrer d'Allemagne sans laisser de traces publiques, comme s'il avait décidé à un moment donné que la seule façon de fermer complètement ce cercle était de disparaître complètement. Martyr de Spandau. L'obsession posthume du fils de Rudolf Hess. Si les enfants de Speer avaient au moins eu l'occasion de rencontrer leur père, de lui écrire des lettres et de le confronter, même à travers les barreaux de Spandau, le cas de Wolf Rüdiger Hess illustre avec une précision crue ce qui se passe lorsque cette confrontation n'existe pas, quand le père devient un symbole avant même d'avoir pu devenir un homme pour son fils. Rudolf Hess, le lieutenant du Führer, l'homme qui l'avait accompagné à la prison de Landsberg pendant qu'il dictait Mein Kampf et qui était monté à la 3e place dans la hiérarchie officielle du Parti national-socialiste, décolla seul de l'aérodrome d'Augsbourg le 10 mai 1941 dans un Messerschmitt Bf-110 et se rendit en Écosse pour une mission personnelle de paix qu'aucun membre de la direction nazie n'avait jamais connue. Hitler décrivit en privé, lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, comme l'action d'un fou. Il fut immédiatement capturé, interné en Grande-Bretagne pendant toute la guerre, jugé à Nuremberg, où il plaida non coupable de toutes les charges et condamné à la réclocation à vie. Il a passé les 41 dernières années de sa vie à la prison de Spandau, où il fut le seul détenu pendant plus de 20 ans, une solitude géopolitique gardée à tour de rôle par les 4 puissances alliées en rotation mensuelle, transformant son emprisonnement en un théâtre coûteux de la guerre froide. Il est décédé le 17 août 1987, à l'âge de 93 ans, avec le cordon électrique d'une lampe autour du cou. Les 4 puissances démolirent Spandau en quelques jours pour empêcher le site de devenir un sanctuaire de pèlerinage néo-nazi. Leur fils unique, Wolf Rüdiger Hess, est né le 18 novembre 1937, parrainé lors du baptême par Hitler lui-même. Lorsque son père partit pour l'Écosse, Wolf Rüdiger avait 3 ans et demi. Il ne le reverra pas avant décembre 1969, lorsqu'un ulcère perforé conduisit le prisonnier dans un hôpital militaire britannique à Berlin-Ouest, et que la règle très stricte des non-visites appliquées à Spandau fut appliquée pour la première fois depuis le début de l'incarcération. À ce moment-là, le fils avait 32 ans. Il avait passé toute son enfance et sa jeunesse sans la présence physique de son père, avec une image paternelle entièrement construite de l'extérieur. Des nouvelles, du procès de Nuremberg, des histoires familiales et de la rhétorique des groupes qui, à cette époque, commençaient à mythifier Hess comme un martyr injustement sacrifié pour ne pas avoir commis de crimes sanguins directs. Les visites autorisées à partir de 1969 duraient une demi-heure par mois sous la stricte surveillance des geôliers des 4 puissances alliées, trop courtes et trop étroitement gardées pour un véritable dialogue. À partir de 1967, Wolf Rüdiger mena une campagne permanente pour la libération de son père via la Rudolf Hess Freedom Relief Community, une association qui recueillait des signatures, exprimait la pression politique internationale et cherchait le soutien de parlementaires dans plusieurs pays européens. L'effort fut véritablement remarquable sur le plan organisationnel et suscita un soutien important.
Le chancelier Willy Brandt exprima sa sympathie pour la cause, tout comme le politicien britannique Geoffrey Lawrence. Mais il s'est heurté à un mur qui s'est avéré insurmontable. L'intransigeance soviétique, qui a systématiquement opposé son veto à toutes les demandes de libération, parce que Moscou valorisait la position stratégique de Spandau à Berlin-Ouest, et parce que Hess lui-même n'a jamais montré le moindre signe de repentir, a continué à se proclamer innocent de toutes les accusations et à rejeter toute mise en scène impliquant de reconnaître la monstruosité du régime qu'il avait servi avec une véritable ferveur dès ses premières années. Lorsque Rudolf Hess mourut à Spandau en août 1987, Wolf Rüdiger entama une seconde croisade, cette fois posthume et encore plus chargée idéologiquement. Il affirma avec une conviction obstinée, jusqu'à la fin de sa vie, que les services secrets britanniques avaient assassiné son père afin de l'empêcher, une fois libéré, de révéler des informations compromettantes sur des contacts secrets entre la couronne britannique et le régime nazi dans les années précédant la guerre. Cette théorie séduisait certains secteurs de l'extrême droite car elle mélangeait le deuil d'un enfant avec la rhétorique conspirationniste qui transforme tout criminel de guerre en victime de forces obscures. Il n'a jamais fourni de preuves à l'appui de cette proposition. Une enquête officielle britannique en 1989 l'a catégoriquement écartée. L'autopsie était compatible avec un suicide, et les archives historiques de Spandau rappellent que Hess avait tenté de se suicider à d'autres occasions durant sa captivité. Mais Wolf Rüdiger a transformé cette théorie du complot en le cœur de sa production intellectuelle. Des livres comme Mon père Rudolf Hess et Qui a assassiné mon père, Rudolf Hess. Ils ont transformé un criminel de guerre condamné, dont le nom figure parmi les signataires de mesures anti-juives, et qui fut l'un des architectes des lois de Nuremberg, qui ont privé les juifs allemands de leur citoyenneté, en une sorte de martyr sacrifié par les puissances qui craignaient supposément ces révélations. Les conséquences de ce récit dépassaient le strict quotidien, avec une virulence soutenue pendant des décennies. La tombe de Rudolf Hess au cimetière de Wunsiedel en Bavière, où la famille l'a déplacé en mars 1988 aux côtés des restes de son épouse Ilse, est devenue le principal lieu de pèlerinage néo-nazi en Europe occidentale. Chaque août, à l'anniversaire de la mort, des groupes d'extrême droite de plusieurs pays défilaient dans la ville bavaroise pour rendre hommage aux soi-disant martyrs de Spandau, faisant d'un deuil privé une liturgie politique de premier ordre qui embarrassa la ville et engendra des tensions croissantes avec les autorités. Wolf Rüdiger est décédé en 2001 sans en voir l'issue. En juillet 2011, lorsque le bail du terrain a expiré et que la communauté paroissiale a refusé de le renouveler, les restes ont été exhumés tôt le matin, incinérés et dispersés en mer avec le consentement final de la famille. La pierre tombale gravée du Gewagt d'Ishab, José le Fer, a été détruite. Ce fut la défaite définitive et posthume du mythe que Wolf Rüdiger avait construit avec des décennies de travail. En transformant la loyauté filiale en propagande politique, en refusant de distinguer l'homme qui était son père de la cause que cet homme représentait, il ne se contenta pas de se tromper dans sa réponse personnelle à l'héritage. Il légua à ses propres descendants non pas une dette à examiner honnêtement, mais un culte à perpétuer ou abandonner. Le fils du médecin d'Auschwitz qui a choisi la vérité publique. Il y a une chose qui différencie radicalement la situation de Rolf Mengele de celle de tous les enfants que nous avons examinés jusqu'à présent. Leur père n'a jamais été en cellule, ni comparu au tribunal. Il ne pouvait pas être visité ni interrogé à travers une clôture ou une feuille de papier. Il n'avait pas écrit de mémoires destinées à gérer la postérité. C'était un fugitif, un spectre qui s'est caché de l'autre côté de l'océan sous de fausses identités, et que la justice de plusieurs pays n'a pas réussi à capturer vivant malgré des décennies de recherches actives, de récompenses internationales et de pression constante de chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal, qui l'a désigné pendant des années comme sa cible principale. Joseph Mengele, médecin SS à Auschwitz-Birkenau, l'homme qui décida d'un geste qui irait directement aux chambres à gaz et qui serait destiné au travail forcé dans les casernes du camp, celui qui mena des expériences atroces sur des jumeaux, des enfants et des personnes aux caractéristiques physiques inhabituelles sous prétexte de recherche scientifique. Il s'était enfui en Amérique du Sud en 1949 en utilisant des documents de la Croix-Rouge obtenus sous un faux nom.
Il vécut en Argentine, puis au Paraguay et enfin au Brésil, protégé par un réseau de contacts issus de la communauté allemande expatriée et financé pendant des années par les profits de l'entreprise familiale de machines agricoles à Günzburg. Les mandats d'arrêt allemands ne lui parvinrent jamais. Il s'est noyé sur la plage de Bertioga le 7 février 1979, victime d'un AVC alors qu'il nageait, et a été enterré sous le faux nom de Wolfgang Gerhard dans une banlieue de Sao Paulo. Son unique enfant biologique issu de son premier mariage, Rolf Mengele, est né en 1944. Elle a grandi pratiquement sans lui. Pendant des années, les adultes autour de lui avaient fait croire que l'homme dont on parlait à peine était un oncle lointain, pas son père. La vérité est venue progressivement, avec la brutalité des demi-mots s'infiltrant dans l'enfance avant que les adultes ne décident qu'il est temps d'être direct. Quand Rolf sut pleinement qui était son père, il dut développer cette information dans une solitude sans structure de soutien et qui le confronta à une question à laquelle il n'y avait pas de réponse satisfaisante. Il a étudié le droit, il devint avocat à Munich et il décida, en octobre 1977, de faire quelque chose que très peu auraient tenté, se rendre au Brésil pour rencontrer Joseph Mengele en face à face et l'affronter directement. Le voyage était une opération logistique sortie d'un film d'espionnage, mais bien réel. Le fugitif, terrifié chroniquement à l'idée d'être découvert, avait conçu un protocole de sécurité que son fils devait suivre à la lettre. Voyager avec le passeport de quelqu'un d'autre, passer plusieurs jours à Sao Paulo en faisant de longues promenades aléatoires pour détecter d'éventuels suivis, prendre 3 taxis différents en séquence pour effacer la trace, et accomplir le dernier tronçon à pied jusqu'à la Volkswagen délabrée des Bossers, les Autrichiens qui cachèrent le criminel dans leur maison sordide en périphérie de la ville. Lorsque père et fils se sont rencontrés consciemment, ce qui a suivi furent 2 semaines de conversation que Rolf décrira plus tard comme l'un des épisodes les plus troublants et moralement dévastateurs de sa vie. Joseph Mengele était, à l'âge branlant de sa cachette brésilienne, exactement ce qu'il avait été sur la passerelle de sélection de Birkenau, absolument impénitent. Il ne parlait pas de culpabilité. Il ne prononça pas le mot remords avec une intonation qui impliquerait de le ressentir. Il se décrivait comme quelqu'un qui avait accompli son devoir et obéi aux ordres légitimes en temps de guerre, que ses œuvres avaient une valeur scientifique et qu'il n'avait jamais intentionnellement nui à qui que ce soit. Aux questions directes de Rolf sur les expériences, sur la sélection sur la rampe, sur les chambres à gaz, il répondait par un mélange de déni et de rationalisation que Rolf trouvait moralement répugnante et cliniquement terrifiante dans sa froideur parfaite. Le père qu'elle découvrit n'était pas une figure tragique prise dans les circonstances de l'histoire. Il était simplement quelqu'un qui avait fait ce qu'il avait fait et qui ne ressentait pas le besoin de changer son jugement sur ses actes. Rolf retourna en Allemagne avec la certitude de ne jamais le revoir et avec un mépris mêlé d'impuissance qu'il n'exprima jamais pleinement publiquement. Lorsque Joseph Mengele s'est noyé en 1979, Rolf s'est discrètement rendu au Brésil. Et c'est là que se révèle le fait le plus sombre de toute sa carrière ultérieure. Lui et sa famille ont gardé le secret de la mort pendant 6 années entières, afin de ne pas compromettre ceux qui avaient caché le criminel pendant des décennies. Le silence fut brisé par hasard en mai 1985, lorsque la police allemande fouilla la maison de Hans Sedlmayr, le liaison logistique de l'évasion, et intercepta la correspondance menant au Brésil. Les restes ont été exhumés du cimetière d'Embu das Artes le 6 juin. Le 10 juin, Rolf publia une déclaration confirmant que le squelette appartenait à son père et reconnaissant que la famille en avait toujours eu connaissance. Dans des interviews ultérieures, il condamna sans équivoque les crimes et remit aux enquêteurs les journaux intimes et lettres écrits lors de l'évasion, documents qui deviendront la source principale des études ultérieures sur le médecin d'Auschwitz. À cette époque, Rolf exerçait comme avocat sous le nom de famille Jenkel, adopté précisément pour se libérer de la stigmatisation de son nom de naissance. La famille n'a pas réclamé les restes. Le squelette de Joseph Mengele se trouve à l'Institut de médecine légale de Sao Paulo, où il est utilisé pour la formation des étudiants en médecine légale. L'ironie est brutale et parfaite. L'homme qui utilisait des êtres humains vivants comme matériaux pour ses expériences s'est finalement transformé, dans la mort, en matière didactique pour les médecins apprenant à identifier les crimes.
Rolf a choisi la vérité publique, mais les 6 années de silence pour protéger les complices révèlent la profondeur que le lien familial peut emprisonner même ceux qui ont rejeté de l'intérieur tout ce que ce lien représente. Mon grand-père m'aurait tiré dessus, le témoignage brutal de Jennifer Tage. Parmi tous les enfants et petits-enfants des hiérarques nazis que nous avons examinés tout au long de cette histoire, aucun n'a hérité de son propre chemin sur le chemin emprunté par Jennifer Tage. Elle n'a pas été élevée avec ce nom de famille maudit. Il n'avait pas à le nier, le cacher ou le transformer depuis son enfance. Pendant 38 ans, elle vécut complètement inconsciente de cela, construisant sa propre identité sur les décombres d'un abandon précoce. Puis, un jour de 2008, dans la salle d'une bibliothèque de Munich, elle a pris un livre d'une étagère, et ce qu'elle y a trouvé a défait en quelques minutes tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même et du sol d'où elle venait. Pour arriver à ce moment, il faut remonter 3 générations en arrière. Amon Goeth, né à Vienne en 1908, fut commandant SS du camp de concentration de Płaczów, en périphérie de Cracovie, entre 1943 et 1944. Steven Spielberg l'a immortalisé en 1993 dans La liste de Schindler, où Ralph Fiennes l'a incarné avec une fidélité historique terrifiante. L'homme qui tirait sur des prisonniers depuis le balcon de sa villa pour le pur plaisir matinal, qui utilisait ses chiens dressés pour déchirer les détenus et sous le commandement duquel des milliers de personnes mouraient dans des actes de cruauté systématiques et arbitraires. Il fut capturé, jugé en Pologne et pendu à Cracovie en septembre 1946. Sa compagne, Ruth Irénée Calder, une actrice amateur qui avait vécu avec lui dans la villa à la campagne et qui avait été témoin de tout ce qui s'y passait, le défendit jusqu'à la mort. En 1983, alors qu'elle mourait d'emphysème et qu'elle a été confrontée lors d'une interview pour la BBC aux procès-verbaux du procès de Goethe, elle a entendu pour la première fois devant les caméras l'ampleur documentée de ses crimes. Le lendemain, il s'est suicidé. Sa fille Monica avait 37 ans à l'époque, et pour la première fois, elle entendit sa mère parler franchement, même devant des inconnus, de l'homme qu'elle avait aimé. Monica Goeth, qui adopterait le nom de famille de son second mari, Hertwig, avait grandi avec une mère qui idéalisait le père absent et lui cachait méthodiquement la véritable nature de ses actes. Il a découvert la vérité progressivement et de manière dévastatrice. Vivre avec cette connaissance était une tâche de plusieurs décennies, un duel sans objet défini ni résolution possible. Il a collaboré à un livre sur sa propre expérience et est apparu dans le documentaire Inheritance en 2006, produit pour PBS par le cinéaste James Moll, fondateur exécutif du Shoah Institute à l'Université de Californie du Sud. Le documentaire l'a montré revenant à Płaczów et y rencontrant pour la première fois en personne Helen Jonas Rosenzweig, une femme juive de Cracovie qui, adolescente, avait été arrachée des casernes du camp et forcée de travailler comme domestique dans la villa du commandant. Jonas Rosenzweig avait survécu grâce à l'intervention d'Oskar Schindler, qu'il a incluse dans sa célèbre liste. Il avait émigré aux États-Unis après la guerre. Elle portait depuis des décennies le poids de ce qu'elle avait vécu, un poids si insupportable que son propre mari, également survivant, s'est suicidé en 1980, écrasé par la culpabilité d'avoir survécu. Jonas Rosenzweig a finalement accepté de rencontrer la fille de Goethe en 2004, après que Monica lui ait écrit une phrase qui l'a touché. « Nous devons le faire pour les assassiner ». La rencontre, filmée au monument de Płaczów et dans la villa du commandant lui-même, fut l'une des scènes les plus denses émotionnellement que le cinéma documentaire sur l'Holocauste ait jamais enregistré. 2 femmes se tenant la main devant la pierre commémorative, chacune portant un poids différent mais tout aussi insupportable. Le documentaire a été nommé en 2009 aux Emmy Awards dans la catégorie Meilleure interview. Monica n'a jamais réussi à se libérer complètement de l'ombre de Goethe. Elle vivait prisonnière d'une sorte de deuil impossible pour un père qu'elle n'a jamais eu et qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Le saut générationnel a été réalisé par sa fille. Jennifer Tage est née à Munich en 1970, résultat de la relation de Monica Goethe avec une étudiante nigériane. Il était métis, à la peau noire, tout ce qui s'éloignait de l'idéal racial que son grand-père avait servi avec une ferveur meurtrière et auquel il avait consacré sa violence quotidienne. Alors qu'elle n'avait que quelques semaines, elle fut placée dans un orphelinat catholique à Munich par une mère incapable de s'occuper d'elle.
Les visites de Monica et Ruth Irene furent rares et froides, et cessèrent complètement lorsque Jennifer fut placée dans une famille d'accueil. À l'âge de 7 ans, elle fut définitivement adoptée par la famille Sieber, dont TJ adopta le nom de famille et avec lequel elle bâtit son identité. Il a étudié les études du Moyen-Orient et africaines. Il apprit couramment l'hébreu. Elle a vécu en Israël pendant 5 ans, entourée d'amis juifs, dans un pays dont elle a fini par considérer l'histoire comme étant en partie la sienne. Il retourna à Hambourg, se maria, eut 2 enfants et mena une existence pleine et ordonnée. Puis, dans une bibliothèque de Munich, il reconnut le visage de sa mère biologique sur la couverture d'un livre, le lut d'un seul coup et découvrit que son grand-père était Amon Goeth. Ce qui a suivi a été des mois de dépression psychique, une thérapie intense et une introspection intense et douloureuse. Jennifer voyagea à Płaszów et à Cracovie. Il visita la villa du commandant. Il est retourné en Israël. Il a parlé aux survivants. Elle chercha sa mère biologique déjà dans la dernière ligne droite de sa vie. Et en 2013, avec le journaliste Nicolas Selmer, il a publié le livre au titre le plus brutal et précis possible. « Mon grand-père m'aurait tiré dessus ». Ce n'était ni une métaphore, ni une exagérée. C'était une vérité littérale et glaçante. Amon Goeth, s'il avait eu sa propre petite-fille noire devant lui, l'aurait assassinée sans la moindre hésitation, car tout en elle incarnait physiquement ce que son idéologie déclarait sous-humain et ce qu'il avait lui-même exterminé avec plaisir. Le livre est devenu un best-seller international et a été accueilli dans le monde entier comme un témoignage d'une honnêteté extraordinaire concernant la transmission intergénérationnelle du traumatisme, de la honte et de la responsabilité. La conclusion de Jennifer Teege, tirée avec une lucidité qui ne peut naître que de la douleur sur laquelle on a travaillé pendant des années, est la plus précise et la plus universelle de toutes celles que nous avons entendues tout au long de cette histoire. La responsabilité n'est pas la même chose que la culpabilité. Elle n'a pas choisi son grand-père, il n'a pas participé à leur crime. Mais il avait une responsabilité inaliénable, connaître la vérité, ne pas prétendre que le passé n'a pas existé, élever la voix pour que l'horreur ne revienne pas en vêtements renouvelés. Il n'y a pas de vraie vie dans le faux, écrivait-il, citant Théodore Adorno. 3 générations de la famille Goeth retracent ainsi l'arc complet. La grand-mère qui a défendu le meurtrier jusqu'à son propre suicide, la mère qui n'a jamais réussi à échapper à son ombre bien qu'elle ait sincèrement essayé, et la petite-fille qui, incarnant physiquement tout ce que le monstre méprisait et aurait tué, a brisé la chaîne, transformé ce nom en témoignage et transformé la honte en mémoire active. C'est peut-être la seule forme de justice disponible pour ceux qui ne pouvaient pas choisir leurs parents. Fondation Zurückgeben, la fille de Speer qui restitue ce qui a été volé. La réaction d'Hilde Schramm au même nom de famille était structurellement différente, bien que tout aussi délibérée ni moins cohérente au fil des années. Née à Berlin en 1936, la plus jeune des enfants d'Albert Speer, connue après leur mariage sous le nom de Hilde Schramm, elle choisit une voie qui ne passa pas par la rédemption par le travail professionnel, mais par le règlement moral des comptes soutenus pendant des décennies, exercée avec une ténacité d'autant plus remarquable qu'elle l'exerça sans retenue, sans désir de protagonisme personnel et avec une clarté intellectuelle que ses interlocuteurs décrivaient toujours comme à la fois tranchante et honnête. Alors que son frère aîné construisait des villes sur 4 continents pour démontrer qu'une profession pouvait être vidée de sa charge idéologique passée, elle construisait des questions, des arguments et enfin, une institution orientée vers la restitution symbolique de ce qui ne pourrait jamais être entièrement restauré. Le point de départ était le courrier Spandau. Alors qu'elle était encore adolescente, Hilde commença à écrire des lettres à son père en prison. Ce n'étaient pas des lettres d'amour filial, ni de simple maintien du lien familial à distance. Il s'agissait d'interrogatoires épistolaires systématiques, formulés avec la persévérance de quelqu'un qui a décidé de ne pas accepter les évasions comme une réponse définitive. Encore et encore, pendant environ 20 ans et au fil d'environ 400 lettres au total, je lui ai demandé comment cela avait été possible. Comment un homme de son intelligence, de sa formation, de son accès privilégié à la direction la plus intime du régime, pouvait soutenir qu'il était resté ignorant de ce qui arrivait aux Juifs d'Europe alors qu'il utilisait lui-même des dizaines de milliers de travailleurs esclaves pour maintenir l'effort de guerre allemand.
Les réponses de Speer étaient invariablement évasives, ancrées dans l'alibi qu'il avait si soigneusement perfectionné pour Nuremberg qu'il en était presque venu à y croire lui-même. Des choses terribles, je ne savais rien. Hilde ne l'a jamais cru. Sa conviction, formulée publiquement à différentes occasions avec la précision de quelqu'un qui a étudié le problème pendant des décennies, tant de l'intérieur que de l'intimité, était que son père ne voulait pas savoir, mais qu'il savait. Ce n'était pas de l'ignorance, mais une décision active et soutenue de ne pas regarder, de ne pas demander, de maintenir le confort de ne pas savoir comme bouclier contre la responsabilité d'agir. Cette distinction, apparemment subtile au niveau philosophique, a d'énormes conséquences pour la compréhension de la manière dont la complicité fonctionne dans les systèmes de terreur organisés et de masse. Les historiens débattent depuis des décennies de la mesure dans laquelle les Allemands ordinaires connaissaient l'extermination pendant qu'elle avait lieu. Dans le cas de Speer, un homme qui opérait au cœur du système, qui utilisait le travail forcé en quantités industrielles pour soutenir l'effort de guerre, qui assistait aux conférences de la haute direction et fréquentait le cercle rapproché d'Hitler avec une régularité qui faisait de lui un témoin privilégié de tout ce qui était décidé et accompli, la thèse de l'ignorance était particulièrement difficile à soutenir face à toute analyse honnête. Et Hilde était, au sein de la famille, celle qui avait le courage de le dire dans toutes ses lettres, sans adoucir son jugement pour des raisons de loyauté filiale ou de confort personnel. Cette lucidité lui coûta aussi quelque chose, la perte du récit plus doux du père repentant et racheté. Le règlement de compte de Hilde ne resta pas dans le cadre d'un dialogue privé avec un père à Spandau, ni dans la militance politique, bien qu'elle l'exerçât aussi avec conviction, devenant vice-présidente du Parlement régional de Berlin sous l'acronyme du Parti vert. Lorsque sa mère, Margarete Weber, est décédée, il a hérité de 3 tableaux d'une grande valeur qui faisaient partie du domaine familial depuis des décennies. La première pensée fut la méfiance et l'inconfort. Dans le contexte de l'Allemagne nazie, où le pillage systématique des biens juifs était une pratique institutionnelle affectant des dizaines de milliers de familles, le soupçon que toute œuvre d'art entre les mains d'un hiérarque du régime puisse être saisie de biens était plus que raisonnable. C'était presque une obligation morale d'y réfléchir. Hilde commanda des enquêtes sur la provenance. Les résultats furent strictement documentaires, non concluants. Il ne pouvait pas être prouvé que les tableaux avaient été volés à des familles juives, mais il ne pouvait pas non plus être exclu avec certitude que ce ne soit pas le cas. Face à cette ambiguïté irrésoluble, Hilde prit une décision qui exprimait mieux que tout raisonnement abstrait sa conception de ce que signifie hériter d'une dette impossible à quantifier. Elle ne pouvait ni les garder, ni les vendre à son propre avantage, car dans les 2 cas, elle aurait transformé une dette morale possible en gain personnel. Elle a rassemblé un groupe d'amis féministes, engagués à la table de son propre bureau berlillois, et ensemble elles ont conçu une alternative. Les tableaux seraient vendus et les fonds récoltés financeraient des projets culturels et scientifiques menés par des femmes juives en Allemagne. C'est ainsi que la fondation Zurückgeben est née, en 1994, pour redonner. Ce mot était une provocation délibérée et consciente, car Hilde savait parfaitement que ce qui avait été volé ne pouvait être rendu en entier, que les vies détruites ne sont pas restaurées par de l'argent ou des subventions culturelles, et que la restitution matérielle n'atteint jamais l'ampleur du préjudice moral infligé durant 12 ans de régime criminel. Mais il savait aussi tout aussi clairement que cette impossibilité n'était pas une excuse valable pour l'inaction. Depuis sa création, Zurückgeben a distribué plus de 500 000 € à plus de 130 projets de femmes juives dans le théâtre, les arts visuels, la danse, le cinéma et la recherche scientifique, devenant ainsi l'une des premières initiatives soutenues de soutien actif à la culture juive dans l'Allemagne contemporaine. En janvier 2019, il a reçu le prestigieux prix Obermayr pour l'histoire juive allemande, un prix créé par le philanthrope américain Arthur Obermayr, pour récompenser les Allemands non-juifs qui œuvrent à préserver la mémoire culturelle du judaïsme dans leur pays. Berlin lui avait auparavant décerné le prix Moses Mendelssohn pour son travail en faveur de la tolérance et de la coexistence. Hilde ne s'attarda pas là-dessus. Il a écrit un livre dédié à sa professeure juive Dora Lux, dont la mémoire aurait disparu sans cet effort de rétablissement, et qui est devenu une contribution modeste mais significative au projet plus large de reconstruction des vies effacées par le régime.
Il a collaboré à des projets de solidarité avec la Grèce après la crise financière, promouvant la reconnaissance des dettes de mémoire que l'opinion publique allemande préférait ne pas examiner. Elle a accueilli 7 personnes d'Afghanistan et de Syrie dans sa propre maison lors de la grande vague de réfugiés de 2015, dans un choix qui en elle n'était pas abstrait mais cohérent, avec toute une trajectoire de soins envers ceux qui sont exclus par l'ordre établi. Une fille prolongea le bureau de son père en essayant d'échapper à ce nom. L'autre a affronté le non en essayant de réparer l'irréparable. Entre ces deux réponses, il y a une différence irréductible et décisive. Hilde a cité le problème à voix haute et a refusé de le dissoudre dans l'œuvre construite, car elle comprenait que la dette existait, même si elle était impossible à rembourser complètement et que la reconnaître était déjà, en soi, une forme de justice que le silence ne pouvait remplacer même l'architecture la plus admirée du monde pour compenser.